Et quand vous sortirez tout à l'heure, il y a la composition des groupes sur les 3 feuilles, il y a 3 groupes, pour cet après-midi et les salles. Donc vous allez faire grouper par établissement, il y a 3 feuilles, 3 groupes, 3 salles. Voilà. C'est ça. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de résolution de problèmes et de backtracking, et puis on va voir sur quelques exemples comment ça fonctionne, ce que ça donne. J'enregistre toute la séquence, ce qui veut dire que vous pourrez la retrouver en vidéo après, et tous les codes que je vais vous montrer, tous les exemples que je vais vous montrer, je vous donnerai après une URL où vous pourrez tout retrouver. Donc qu'est-ce que c'est que résoudre un problème dans ce cas-là? Eh bien, je vais vous prendre directement ici un premier exemple qui est celui-là. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce genre de jeu. Je suis désolé, il y a un petit peu de décalage avec la caméra. Donc c'est un casse-tête ici où on a des... non, il faut inversement que je descende. Ici, on a 4 zones avec des dessins qui apparaissent. On a 4 pièces ici qui vont avoir des formes différentes. Et puis, eh bien, un problème, c'est par exemple disposer les pièces pour faire apparaître exactement 2 montagnes et un bateau. D'accord? Et on voudrait essayer de faire résoudre ce casse-tête-là à l'ordinateur. Je ne sais plus, j'ai dit 2 montagnes et un bateau blanc en l'occurrence. Donc voilà, là par exemple, c'est pas bon parce que j'ai une île, j'ai un bateau rouge. J'ai bien mes 2 montagnes et un bateau blanc, mais je n'ai pas exactement ce que je voulais. Alors je reviens sur les transparents. Et donc, par rapport à ce type de cassette, déjà, il y a des fois il y a une solution, des fois il y a plusieurs solutions. La solution, d'ailleurs, ça peut être la situation qu'on veut obtenir. Donc là, ce serait le cas, je veux la disposition des pièces à la fin. Des fois, c'est le chemin. Dans le cas d'un labyrinthe comme j'ai là, eh bien, je peux soit chercher la case de sortie, soit connaître le chemin qui mène à la sortie. Et puis, il y a des fois où j'ai une solution qui est meilleure qu'une autre. C'est pareil sur le labyrinthe que je présente là, on voit bien qu'il y a des solutions qui sont plus courtes que d'autres. Alors peut-être que c'est la solution la plus courte qui est la meilleure. Mais c'est pareil, qu'est-ce que c'est qu'une meilleure solution? Ça peut dépendre du contexte. Si je considère que plus j'ai visité de cases, meilleure est ma solution, et ben c'est plus la plus courte qui sera la meilleure. Voilà, donc ça, c'est le type de problème auquel on va se trouver confronté. Et il y a une première question qui se pose, et c'est là que j'utilise malheureusement le mot problème, je m'étais rendu compte, je voulais le changer et j'ai oublié. C'est représenter une situation. Comment je vais représenter une situation? Et donc là, on va vraiment être propre au type de problème qu'on va avoir, mais c'est la première chose, le premier problème qui va se poser. Et puis ensuite, il y a la démarche qu'on va utiliser pour essayer de faire résoudre le problème. Et donc, une possibilité, si je prends l'exemple là que je viens de vous montrer du casse-tête cache-cache pirate, eh bien, je peux essayer de générer toutes les possibilités, comment je peux mettre toutes mes pièces en place. Et une fois que j'ai mis mes pièces d'une certaine façon, eh bien, je regarde si ça satisfait le problème qui est imposé ou pas. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Alors des problèmes comme ça, il en existe plein. Alors je vous ai mis ici une liste d'éditeurs de jeux de logique comme ça, évolutifs, qui existent. Donc Smart Games qui en fait plein, ThinkFun qui en fait plus, qui en fait aussi beaucoup, Fun Games qui est un peu plus récent. Donc celui que je vous ai montré c'est Cache-Cache Pirate. Vous avez l'Arche de Noé qui existe. Alors l'Arche de Noé, je vous montre, vous voyez un petit peu l'étendue. Donc l'Arche de Noé, vous avez ici un petit livret qui vous décrit des positions initiales d'animaux, et puis vous allez disposer ici sur l'arche où il y a un quadrillage, sachant qu'évidemment vous ne pouvez pas recouvrer les hublots, toutes vos pièces doivent être sur des carrés, et puis vous ne pouvez pas séparer les familles, donc le lion et la lionne doivent être ensemble, etc. Donc là c'est un autre problème de positionnement, mais comme dans Cache-Cache Pirate, c'est ce qu'on cherche, c'est une solution finale. Vous avez, je ne peux pas le ressortir celui-là, mais il est plus connu, Rush Hour. Rush Hour où on a une voiture qu'on doit faire sortir. Cette fois-ci, ce qui va être intéressant, c'est pas la solution finale, la position finale, on la sait, c'est la voiture qui est dehors. Et ce qui est important, c'est la suite de mouvements à faire pour la faire sortir. Et puis en plus, dans Rush Hour, on aura un autre problème, c'est qu'on peut boucler du coup. Quand on a une solution, on peut faire un mouvement en avant, faire un mouvement en arrière. Et donc, si on ne fait pas attention à ce qui peut se passer, on peut avoir quelque chose d'infini. Il y a un autre problème qui va me servir comme exemple,
juste après. Alors c'est pareil, je vous montre rapidement. Ici, c'est donc celui-là qui s'appelle Columbus Egg. Donc vous avez 16 œufs de 4 couleurs à placer sur le quadrillage qui est là, sachant que vous savez ici que sur la première ligne, vous devez avoir 2 œufs rouges exactement, sur la deuxième 2 œufs verts, et sur le total des 2 premières lignes, 3 œufs verts. D'accord? Vous avez des contraintes en ligne, en colonne comme ça. Voilà, des problèmes, vous en avez plein. Et puis vous pouvez aussi trouver, alors je vais aller chercher un petit peu, il y a longtemps, en tangent de jeu et stratégie, malheureusement disparu. Encore, j'aurais pu remonter à jeu et stratégie, disparu depuis encore plus longtemps. Et vous avez des problèmes très intéressants, comme celui-là. On ne voit pas super bien avec la résolution. Problème des gratte-ciel, ici, je vais plutôt vous montrer sur un, pas sur la solution, mais sur celui-là, où ici, vous déplacez des gratte-ciel sur cette grille. Donc là, c'est une grille de 4 par 4. Et puis, vous avez des contraintes de visibilité en horizontal, en vertical, sachant qu'évidemment, un gratte-ciel de taille N cache tout gratte-ciel de taille inférieure à N. D'accord? Et là, le principe, c'est que vous pouvez avoir qu'une taille de gratte-ciel par ligne et par colonne. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Il y en a plein d'autres différents. On en reparlera un petit peu à la fin si on a le temps. Mais on va aller assez vite là-dessus. Et donc voilà, ici, plein de problèmes. Il y a d'autres problèmes dont on va parler également. Alors, le sudoku, je n'en parle pas, tout le monde connaît. Le compte est bon, alors ça tombe bien. Les plus jeunes d'entre vous commencent déjà à avoir un certain âge, comme moi. D'accord, donc il y a un des problèmes des chiffres et des lettres. Avant, c'était un jeu séparé. C'est aussi un problème qu'on peut faire résoudre. Le problème des n-ren, je ne sais pas si vous connaissez tous. Donc, sur un échiquier de n cases de côté, il faut arriver à placer n-ren d'échecs sans qu'elles soient en prise l'une avec l'autre. Voilà, on pourrait multiplier, comme ça, on pourrait en trouver des centaines. Et donc, l'avantage, c'est qu'après, ça fait plein de sujets de projet. Vous pouvez décliner en allant là-dedans. Donc, je vous ai dit comment on va gérer les solutions potentielles. On a plusieurs façons. La première, c'est on génère complètement chaque solution et on vérifie si elle est valide ou non. On va tout de suite voir que, évidemment, ça a quelques soucis. Une deuxième version, qui va être un peu mieux, c'est on va générer un début de solution et on va regarder si ce début est compatible avec les contraintes qu'on a. Et puis si c'est le cas, on poursuit un petit peu la solution. Donc si je reprends le problème ici de cache-cache pirate et que je reprends mon problème initial, je dois faire apparaître un bateau blanc et 2 montagnes. Donc je commence par ça. Là, je fais apparaître une montagne. C'est un bon début. Après, je vais continuer. Je vais essayer, par exemple, celui-là. Ah, je fais apparaître une montagne et un bateau blanc. Je suis à 2 montagnes et un bateau blanc. C'est toujours compatible avec ce qui m'était imposé. Donc, je progresse. Je vais essayer cette pièce-là. Mais cette pièce-là, quelles que soient les positions, la position dans laquelle j'essaye, je me rends compte que je n'arrive pas à trouver quelque chose qui est compatible avec mon problème initial. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière. Mais quand je reviens en arrière, je veux vraiment revenir dans l'état dans lequel j'étais. Tout ça, ça doit être exactement comme ce que j'avais avant d'essayer la 3e pièce. D'accord? C'est ce qu'on fait classiquement. Et puis là, du coup, maintenant, je vais essayer avec l'autre pièce. Ici. Si je me rends compte qu'avec cette pièce-là, ça ne marche pas, je reviens ici. Et là, je me dis, c'est que là, ça n'allait pas. Donc peut-être que je vais essayer cette pièce dans une autre position. Et c'est pareil, tant que ça ne marche pas, j'essaye. Tout ce que je peux trouver comme position, avec cette pièce-là, avec celle-là, puis avec celle-là. Et si ça ne marche pas, eh bien, je remettrai en question mon choix précédent. D'accord? Et donc ça, on voit bien qu'on a finalement quelque chose de récursif, parce que je pars d'un état où j'avais rien, je progresse. Donc là où est la récursivité, c'est par exemple le nombre de pièces qui me reste à mettre, si on veut parler aussi en termes de variants qui prouvent ma terminaison. Et puis, à chaque niveau, j'essaye toutes les possibilités. Dès que j'ai quelque chose qui marche, j'essaye le niveau suivant. Si ça ne marche pas, je reviens au niveau précédent et j'essaye une autre possibilité du niveau précédent. Et c'est ça ce qu'on va appeler le backtracking. Et on va voir que ça va permettre de faire des choses bien plus efficaces. Donc, on voit clairement, j'ai dit, c'est une approche récursive qu'on va envisager. Alors, pourquoi c'est intéressant? Si je reprends le problème des gratte-ciel ici, que je vous ai montré juste avant, sur un exemple ici qui fait 3 par 3. Si je fais une génération naïve, j'ai combien de possibilités? Eh bien, je peux mettre le nombre de 1 à 3 sur ma première case, le nombre 1 à 3 sur ma deuxième, etc. J'ai 9 cases. Ça fait 3 puissance 9
possibilités, donc 19 000 coups possibles. Je pourrais aussi dire, bah, je sais que déjà par ligne, j'ai qu'un gratte-ciel de chaque taille. Donc, je vais générer plutôt les permutations de 1, 2, 3 par ligne. Du coup, des permutations de 1, 2, 3, j'en ai factoriel 3, donc 6. Par 3 lignes, ça fait 6 puissance 3, donc 216 possibilités. Donc, déjà, rien qu'en faisant cette génération pré-contrainte, j'ai commencé à rajouter un petit peu des règles du jeu dans ma façon de générer les choses. J'ai réduit ce que je peux faire. Mais si plutôt que de faire de l'exhaustif, j'essaye de faire du récursif, donc en progressant, eh bien, je peux dire, bah tiens, je vais générer une première possibilité. Pour ma première ligne, c'est 1, 2, 3. Et maintenant, je regarde déjà si 1, 2, 3, c'est compatible avec mes contraintes. Et là, on voit qu'à droite, j'ai une contrainte de visibilité de 3, de 2, je veux dire, pardon, là-haut. Et là, de la droite, je vois que 1, puisque le 3 cache le 2 et le 1 qui sont derrière. Du coup, eh bien, je peux m'arrêter tout de suite. Et je passer à une nouvelle permutation. Donc, pour mon niveau de récursivité, mon premier niveau, j'essaye la solution suivante, qui va être 1, 3, 2. 1, 3, 2, c'est compatible avec le 2 que j'ai à droite. Pour le moment, c'est compatible avec le 1 que j'ai en vertical. Du coup, eh bien, je vais essayer de générer ma deuxième ligne. Et là, ma deuxième ligne, je vais essayer 1, 2, 3. Alors là, ce n'est pas compatible avec la règle de base puisque j'ai 2, 1 en vertical. Quand j'essaye 1, 3, 2, j'ai le même problème. Quand j'essaye 2, 1, 3, je ne suis pas compatible avec le 2 que j'ai à droite, puisque j'ai mon immeuble... pardon, je suis sur la deuxième ligne. Si c'est compatible avec le 1 que j'ai à droite, mais en vertical, j'ai 1, 2 sur la première colonne, donc j'en vois 2, je devrais n'en voir qu'un. Donc ça ne marche pas non plus. Et puis j'essaye comme ça, 2, 3, 1, ça ne va pas marcher non plus, 3, 1, 2 non plus, 3, 2, 1 non plus. Et donc ça veut dire que pour chacune des 6 possibilités que j'ai là, j'aurais pu générer 6 possibilités à chaque fois pour ma troisième ligne. Mais je ne le fais pas. Je m'arrête dès que je me rends compte que ça ne marche pas. Donc comme ça, j'ai élagué énormément tout mon arbre de résolution. Et du coup, comme il n'y a rien qui marche avec un 3-2, j'ai oublié de barrer un 3-2, je passe à la solution suivante qui est 2-1-3. Alors 2-1-3, ça ne marche pas. Pour 2-3-1, j'essaye, c'est pareil, j'ai plein de possibilités. Alors ce qui ne marche pas, tout ça, ça ne marche pas non plus. Je vais essayer après 3-1-2. Alors 3-1-2, là, avec 1-2-3, j'ai 2-3-1. Et 2-3-1, ça marche. Et puis après, si je ne suis pas sûr qu'il n'y ait qu'une seule possibilité, je peux essayer les autres et je vais me rendre compte que finalement tout échoue. Et donc, si on regarde ici, au total, j'ai généré quoi 31 cas possibles, d'accord. Alors que si vous vous souvenez bien, j'avais précisé sur le transparent d'avant, je ne sais plus comment on revient, non, au transparent d'avant, c'est pas grave. J'avais dû dire qu'il y avait 216 possibilités, je crois, d'accord, et là je ne suis plus qu'à 93. Et donc après, évidemment, la complexité, tout ce qui va se poser aussi comme question, c'est un problème de complexité. Si je prends le problème de cache-cache pirate, dont je vous ai montré ici déjà plusieurs fois l'exemple, ici, eh bien, j'ai 4 pièces à mettre en place. Donc déjà, mes 4 pièces, j'ai factoriel 4 arrangements possibles pour décider comment je les mets. Et puis une fois que j'ai mis une pièce à une place, cette pièce-là, elle a 4 orientations possibles. Celle-là aussi. Ah, par contre, celle-là, elle est symétrique, donc elle n'a que 2 positions. D'accord? Mais ça veut dire que quand je reviens ici et que j'essaye de calculer ça, des possibilités, j'en ai donc 4 x 4 x 4 x 2, ça fait 128 orientations possibles, multiplié par 24 placements de mes pièces, ça fait 3000 configurations à examiner. D'accord? C'est pas beaucoup, 3000. Si je prends le problème des gratte-ciel, j'ai un carré de côté n, donc des possibilités de mettre mes nombres, j'en ai factoriel n2 divisé par n factoriel n. Et on voit que pour un carré de côté 2, 6 possibilités à l'aise. Un carré de côté 4, on est déjà à 277 milliards de possibilités. Et un carré de côté 6, là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. D'accord? Et pourtant, si je reprends les exemples de jeux stratégie, je crois qu'effectivement, ils vont jusqu'à des carrés de côté 6.
Donc pensez bien qu'un humain, il ne va pas se taper autant de possibilités à examiner. Donc l'humain, de toute façon, il fonctionne autrement. Et si on veut que l'ordinateur puisse faire aussi bien, voire mieux que l'humain, on ne peut pas faire de l'exhaustif. Si je prends le problème des œufs de Colomb, donc je rappelle, hein, j'ai finalement 16 œufs de 4 couleurs différentes à disposer. Et bien c'est pareil, les arrangements, du coup, j'en ai factoriel 16 divisé par 4 factoriel 4, ce qui fait exactement la même chose finalement que le problème des gratte-ciel de taille 4. Ça fait 217 milliards, enfin presque 218. Le Sudoku, on est sur le même type de formule, c'est juste que comme on est sur du 9 et pas sur du 4, eh bien, c'est encore un petit peu plus long. Et pourtant, il y a des humains qui réussissent à résoudre des Sudoku. Donc c'est que, potentiellement, on peut faire un petit peu mieux que ça. Si je prends le problème du compte est bon, maintenant. Donc compte est bon, je rappelle le principe. Vous avez 6 nombres, 4 opérations, et vous devez, en utilisant les 4 opérations, les 6 nombres, obtenir un résultat qui vous est donné au départ. Et donc, comment on fait pour calculer ça? Il faut trouver un moyen généré. Ce qu'on regarde, c'est que comment fait un humain? Il prend 2 nombres disponibles, il fait un calcul, et ça lui donne un nouveau nombre qui remplace les 2 premiers. Donc il y avait 6 nombres, il a choisi une opération possible parmi 2 nombres possibles, et là-dessus, ensuite, eh bien, il a recommencé, mais avec un nombre de moins. Donc ça veut dire qu'au début, j'avais C6-2 paires possibles, multiplié par les 4 opérations, puis C5-2, puis C4-2, etc. Donc ça veut dire que si je devais utiliser 6 opérations, j'obtiendrais ce nombre-là qui est de 2 700 000 possibilités. D'accord? Donc voilà le problème du compte est bon. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai utilisé ici des combinaisons? Eh bien tout simplement parce que si on reprend les 4 opérations, l'addition c'est commutatif, donc l'ordre, peu importe. La multiplication c'est commutatif, donc l'ordre, peu importe. La soustraction, comme je dois rester dans n, finalement j'ai qu'à prendre un seul ordre. Et la division, comme je dois rester dans n, c'est pareil. Je vais prendre qu'un ordre, puisque de toute façon, si j'ai un nombre qui est plus grand que l'autre, je vais tomber sur du 0, virgule quelque chose, dans l'autre sens. Alors, donc maintenant, pour générer les solutions potentielles, on va utiliser la récursivité, et vous commencez à comprendre que il faut arriver à voir chaque problème, finalement, comme quelque chose de récursif. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là j'ai écrit un peu mieux, au niveau i, je vais générer toutes les possibilités à partir de la configuration initiale. Donc si je reprends le problème de cache-cache pirate, une fois que j'ai 2 pièces placées, eh bien j'étudie tout ce que je peux mettre sur la 3e case. Donc c'est les 2 pièces qui me restent dans leurs 2 ou 4 orientations possibles. Et à chaque fois que j'ai généré quelque chose de possible, je calcule la nouvelle situation et je vais lancer après ma fonction récursive sur cette nouvelle situation. D'accord? Mais ce à quoi il va falloir faire attention, c'est que je rentre dans la récursivité et si je ne trouve pas de solution, je vais revenir pour passer à la solution suivante. Et quand je reviens, il faut que je me retrouve absolument dans l'état dans lequel j'étais avant d'appeler. Et ça, quand on est dans un langage comme Python, Java ou autre, où ce qu'on passe, ce sont des références sur les objets, eh bien, on risque, dans les appels récursifs, de modifier ce qu'on avait au départ. Et du coup, quand on va revenir, de revenir dans un état modifié. Et c'est là qu'il va du coup falloir faire attention. En fait, on aura souvent 2 cas de figure. Soit on sait que ce qu'on va faire après va détruire ce qui a été fait sur les niveaux précédents. Et là, on aura plutôt du coup intérêt à travailler sur une copie. Il faudra copier les détails courants pour créer l'état suivant et travailler sur l'état suivant, donc modifié, enfin qui est une copie de l'état courant. Ou on sait que ce qu'on va faire après ne va pas détruire ce qui a été fait avant. Et là, on peut passer la référence. Alors, si on prend le cas de cache-cache pirate, je vous remontre ici. Typiquement ici, admettons, je commence comme ça. Là, je suis dans un état qui me convient bien. Donc, je passe au niveau de récursivité suivant. On sait que quoi que je fasse ici, que j'essaye une pièce, une autre, dans un sens, dans un autre, je ne vais pas toucher à ça. Cette case-là, elle ne bouge pas. Donc, on est typiquement là dans le cas où je peux passer une référence. Ce que je vais modifier, c'est après, c'est pas grave. Quand je reviendrai ici, ce qui a été fait là, ça n'aura rien à bouger de ce qui est là. D'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas.
Si je reprends le problème de rush hour, eh bien, ce que je vais faire va modifier. Et donc, il faut bien que j'annule le mouvement de ma voiture quand je reviens. Et le plus simple pour annuler, plutôt que de refaire le mouvement inverse, c'est d'avoir stocké la position dans laquelle j'étais. D'accord? Alors, si on prend les gratte-ciel et qu'on essaye d'envisager les choses de manière récursive, on a plusieurs façons de le faire. En supposant que je numérote mes cases de 1 à N2, eh bien, pour chaque case, je vais envisager toutes les valeurs de 1 à N. Et puis, quand j'ai terminé, donc j'ai généré mes 9 cases sur un carré par exemple de 3 par 3, j'évalue la solution finale. Ça, c'est quelque chose qui est récursif, qui marche. Mais on voit bien que là, finalement, le backtracking, il se fait très très tard. Il se fait une fois que j'ai tout généré et je n'évalue pas la situation intermédiaire pour voir quand je pourrais éventuellement élaguer mon arbre. Après, j'ai une autre solution qui est, comme je vous l'ai montré dans le troisième transparent, c'est que du coup, cette fois-ci, ma récursivité, j'envisage en termes de lignes, et pour chaque ligne, j'envisage juste les permutations des nombres de 1 à n. Donc, et puis c'est pareil, par exemple, quand j'ai terminé, je remplis mes n lignes, je vérifie la récursivité, je vérifie la validité. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, je génère quand même beaucoup moins de cas, mais c'est pareil, si je fais ma vérification à la fin, eh bien, j'élague pas beaucoup mon arbre. Maintenant, on a une autre façon de faire, qui est, effectivement, j'avance progressivement, mais à chaque niveau, je vais évaluer si je suis compatible ou pas. Et je peux avancer progressivement par ligne. Donc chaque fois que je rajoute une nouvelle ligne, je vérifie mes contraintes verticales sur le fait que je n'ai pas des doublons, et puis les contraintes de visibilité en ligne et potentiellement en colonne. On a vu tout à l'heure qu'en colonne, je peux quand même évaluer des choses, même si je n'ai pas terminé toute ma grille. Ou je peux aussi envisager case par case, et c'est pareil, sur chaque case, vérifier où j'en suis dans mes contraintes. Et on pourrait se dire, bah, finalement, j'avance quand même plus vite en allant ligne par ligne avec des permutations, sauf que, du coup, il y a plein de permutations que je vais générer, à partir sur lesquelles j'ai commencé à travailler, alors que j'aurais pu me rendre compte plus tôt que ça n'allait pas. Si, quand j'ai, par exemple, mes nombres de 1 à 3 à placer, je peux me rendre compte que dès que je mets un 1 sur la première case, ça ne marche pas, parce que, par exemple, j'ai une contrainte de visibilité depuis la gauche, pardon, pour vous, qui est de 3, et donc qui est de 1, je veux dire, et avec un 1 en premier, je sais que j'en verrai au moins un autre derrière. Eh bien, si je fonctionne case par case, je me rends compte tout de suite. Et donc, les permutations 1, 2, 3, 1, 3, 2, je les élimine d'un coup. Alors que si je génère par toutes mes permutations d'un coup, je vais générer 1, 2, 3, me rendre compte que ça ne marche pas, générer 1, 3, 2, je me rends compte que ça ne marche pas. Alors là, on se dit, bah oui, bon, j'ai fait 2 trucs au lieu de 1, c'est pas énorme. Mais si mon gratte-ciel il fait 6, eh bien, des permutations qui commencent par 1, je dois en avoir un truc genre factoriel 5. Et donc, si je me rends compte dès le départ qu'avec un 1, ça ne marche pas, j'élimine 120 permutations d'un coup. Donc, en allant finalement case par case, je vais être plus efficace qu'en y allant ligne par ligne. D'accord? Alors là, je vous ai mis ce que ça donnait. Alors là, je dois être en... Je voulais de préciser, là, je suis en force brute. Enfin, j'attends la fin pour vérifier. Et on voit que sur un problème de taille 1, je suis à 3 millisecondes. C'est ridicule. Sur un problème de taille 3, sur un problème de taille 4, déjà, je passe à 1,7 secondes. Et sur le problème de taille 5, j'ai pas mis le temps, on le retrouvera un peu plus tard. Mais je ne sais plus si on ne dépasse pas la journée. Hein. Ah oui. Ah ouais, voilà. Donc le problème du compte est bon. Eh bien, j'ai dit, c'est là, pour à chaque niveau, je vais envisager toutes les paires possibles, sans ordre. Pour chaque paire, j'envisage toutes les opérations possibles. Et après, tout simplement, je fais le calcul. Et je vais le mettre par exemple en tête de ma liste, et à l'étape suivante, je vais regarder si la tête de ma liste est égale au compte. Si c'est pas bon, eh bien j'essaye de progresser, et puis si j'ai tout utilisé, je reviens en arrière. D'accord? Mais là, c'est pareil, ce qui est important, comme pour Rush Hour, c'est la trace. Le fait que, à la fin, je trouve le compte, oui, c'est le but. Donc c'est pas intéressant. Mais il faut bien que je mémorise tout ce qui m'a permis d'arriver au but.
Voilà, bon, cache-cache pirate, on en a déjà parlé, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Les œufs de colon, eh bien, tout simplement, quand j'en suis à la IM case, je place un œuf parmi les œufs disponibles, et puis après, je passe à la case suivante. Et puis, si je veux être bête et méchant, j'attends la 16e case pour évaluer, voir qu'évidemment, si je peux évaluer en cours de route si je suis compatible ou pas, c'est pas mal, d'accord? On verra qu'on a aussi un autre problème avec les œufs de colon, c'est que si je mets mon premier œuf vert sur la première case ou que je mets mon deuxième œuf vert sur la première case, c'est pareil. Et ce serait dommage de faire les deux tests, alors que je sais que ce qui compte, c'est que mon œuf soit vert sur la première case, d'accord? Et donc, ça veut dire que là, il faudra mémoriser ce que j'ai pu utiliser comme combinaison. Le Sudoku, on peut procéder par case ou par ligne, comme pour le problème des gratte-ciel, mais du coup, on aura le même problème, c'est que déjà, si je fonctionne par ligne, sur la première ligne, déjà, j'ai factoriel 9 possibilités. Alors évidemment, je peux après élaguer par rapport aux contraintes que j'ai dans mes carrés, dans mes lignes, dans mes colonnes, les nombres qui étaient déjà mis, mais ça fait quand même très très vite beaucoup de possibilités. Le problème de rush hour, comme j'ai dit, on a le risque d'avoir une suite de mouvements infinis, puisque je peux faire avancer, et reculer la voiture, et c'est pas forcément sur des états consécutifs. Je peux faire avancer celle-là, reculer celle-là, etc. Et comme ça, je pourrais boucler indéfiniment. Donc là, c'est pareil, ça peut être pas mal, soit de mémoriser les positions qu'on a déjà parcourues, soit éventuellement de fixer une profondeur maximale a priori. Et ça, c'est d'ailleurs certainement ce qui sera à faire. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de la profondeur maximale a priori. Alors si on a la boîte du jeu, on voit très bien que même les cassettes les plus compliquées, ils doivent être faits en moins de 70 coups. Donc on pourrait fixer ça comme profondeur maximale. Mais on est biaisé parce qu'on connaît déjà le type de solution qu'on a au problème. Alors, pour faire mieux que tout ça, évidemment, on va essayer d'optimiser les recherches au fur et à mesure. Et donc, comme j'ai dit, dès qu'on peut, on va essayer de déléguer et dire « Ah, là, je deviens incompatible, donc je reviens en arrière. » Alors, si je reprends ici le problème des gratte-ciel, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, déjà, quand une ligne est générée complètement, eh bien, je peux vérifier si elle respecte les contraintes de visibilité gauche et droite. D'accord? Mais si je génère case par case, je peux peut-être même faire mieux. Je peux vérifier au fur et à mesure que ma visibilité gauche, elle est compatible avec ce que je vois pour le moment. Si à un moment je vois plus que ce que je dois voir, eh bien, c'est pas la peine que j'aille plus loin. On pourrait même faire plus compliqué et envisager par rapport à ce qu'on sait devoir mettre et ce que ça peut donner par rapport à la visibilité droite, par rapport à ce qui me reste. Et après, ça peut être un peu plus compliqué à implanter. Mais vérifier la visibilité gauche case par case, c'est assez facile à faire. D'accord? Après, lorsque ma ligne est générée, eh bien, je peux vérifier, ou même, si je fonctionne par ligne, ou même si je fonctionne par case, je peux déjà vérifier à chaque fois que je n'ai pas des doublons dans les colonnes que je suis en train de compléter au fur et à mesure. Et puis, je peux aussi, au fur et à mesure que je complète des cases, vérifier ma visibilité haute, de la même façon que je pouvais vérifier ma visibilité gauche. D'accord? Et plus je vérifie de choses tôt, plus j'élague mon arbre, et plus je vais avoir quelque chose d'efficace. D'accord? Et ce qui est intéressant avec le problème des gratte-ciel, c'est qu'on peut vraiment y aller très progressivement. On peut faire du brut, on génère toutes les valeurs pour toutes les cases, puis après on vérifie qu'on n'a pas de doublon dans les lignes, puis après on vérifie au moins qu'on n'a pas de doublon dans les colonnes à la fin, puis après on vérifie qu'au fur et à mesure on n'a pas de doublon dans les colonnes, puis après on vérifie la visibilité gauche et droite quand on a terminé la ligne, puis après des contraintes sur la visibilité gauche au fur et à mesure qu'on remplit les cases, etc. On peut y aller très progressivement. Et donc là, voilà, j'ai remis les temps ici. On voit que sur la version de base ici, eh bien, les K1, K2, je vous avais mis les temps au départ, et le K3, quand j'ai dit que c'était plus d'une journée, c'est bien plus d'une journée. D'accord? En optimisant un petit peu les choses, eh bien, on voit que le K3, je passe de 1 jour 5 heures à 8 centièmes de seconde. Donc, l'amélioration, elle n'est pas négligeable. Alors, sur les gratte-ciel, on peut faire encore mieux. C'est-à-dire en générant... oui, parce que là, j'étais encore sur de la vérification par ligne. Mais si je vérifie par case, eh bien, comme je l'ai expliqué, je peux rejeter plein de permutations d'un coup. Et donc, si je regarde le problème, alors c'est celui que j'appelle le 6B.
Donc c'était un problème qui était à 6 cases. Voilà, hop. Donc c'était, je vais essayer de monter. Celui qui est en bas à droite là, ce problème. Eh bien, quand je regarde ce que ça donne, la version optimisée par ligne, elle me donne 26 minutes. C'est long, d'accord? Un utilisateur, il peut admettre qu'un programme soit efficace s'il résout un problème en 5 secondes. 26 minutes, il n'a pas l'impression que l'ordinateur soit efficace. Et là, on peut se poser la question d'ailleurs, qui est le plus rapide, l'humain ou l'ordinateur? Je pense qu'un humain mettrait peut-être moins de 26 minutes à résoudre celui-là. D'accord? Si je prends la version optimisée par case, je tombe à 3 minutes 22. Et après, souvenez-vous ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Je vous ai dit, pour éviter que je détruise, eh bien, je peux peut-être tout simplement, à chaque fois, faire une copie et travailler sur la copie quand je passe au niveau suivant. Mais la copie, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a le travail de recopier, mais encore plus long, il faut faire l'allocation mémoire. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours très long. Et bien sûr, preuve des gratte-ciel, c'est pareil, quand j'ai rempli une case et que je remplis la case suivante, je ne détruis pas ce que j'ai mis là. Donc, je n'ai pas besoin de faire une copie. Je peux travailler sur le même objet, il faut juste que je sache à un niveau donné sur quel cas j'étais en train de traiter. Et si je supprime la copie, eh bien, je passe de 3 minutes 22 à 1 minute 24. D'accord? Donc, je n'ai pas changé la complexité de mon problème, mais c'est juste qu'en ayant supprimé ce travail de copie, j'ai encore réduit énormément le temps qu'allait prendre mon programme. Alors, si je prends le problème de cache-cache pirate maintenant, je vous ai calculé tout à l'heure que ça faisait 3072 configurations. J'aurais pu mettre un S quand même pour 3000 et quelques. En fait, ça c'est super rapide. Cache-cache pirate, si je le fais résoudre, même en Python, qui est un langage pourtant super lent, j'ai la réponse instantanément. D'accord? Alors, est-ce que ça sert du coup à quelque chose d'optimisé? En tout cas, pas pour donner l'impression que l'ordinateur sait résoudre un problème. Mais ça mérite quand même de se poser un petit peu la question. Et donc, quand j'essaye d'optimiser cache-cache pirate, c'est pareil, on élimine au fur et à mesure ce qui n'est pas compatible. Et que là, donc j'ai testé sur l'ensemble dans le livret du jeu, il y a 48 problèmes. En force brute, donc, je génère ma possibilité, je vérifie à la fin, je mets une demi-seconde à peu près. Si j'optimise, eh bien je mets 5 millièmes de seconde. D'accord? Alors vous allez me dire que le but, c'est pas de résoudre tous les problèmes et que même une demi-seconde, ça reste raisonnable. Mais il faut non seulement se dire que, eh bien, ça permet quand même de voir que sur d'autres problèmes, ça peut être intéressant d'optimiser. Et puis, ça veut dire que sur un problème donné, il a quand même passé beaucoup plus de temps. Et que du temps, machine, c'est de la consommation de ressources. Donc ma version optimisée, elle est plus écologique que ma version non optimisée. D'accord? Voilà. Alors par contre, c'est vrai que optimiser cache-cache pirate, pour des élèves, ça ne va pas parler. Parce qu'ils ne vont pas se rendre compte du gain. Puisque si je fais sur un seul problème, dans les deux cas, j'ai une réponse qui est instantanée, qui va être en 10-6 peut-être secondes, un truc comme ça. Là où le problème des gratte-ciel, ça parle beaucoup plus. Quand on voit déjà qu'on passe de 1 jour à 8 millièmes de seconde, je ne sais plus, ça parle beaucoup plus. Alors le compte est bon, qu'est-ce que je peux faire dessus? Déjà, je vous l'ai dit, plutôt que de considérer tous les couples, eh bien, je peux me contenter des combinaisons en prenant toujours le plus grand puis le plus petit. Comme ça, déjà, j'optimise. Après, je peux me dire, finalement, chaque fois que je génère un 0, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que si je multiplie par 0, je vais me retrouver avec 0. Si j'ajoute 0 à quelque chose, je vais retrouver ce que j'avais avant, donc ça ne m'apporte rien. Si je soustrais 0, ça ne change rien. Et si je divise par 0, je ne vais pas aimer. D'accord? Donc en plus, ça va m'éviter des bugs. Donc, chaque fois que je fais un truc qui me génère un 0, j'élimine. Et ça lag un peu. Autre chose aussi, c'est que si j'utilise A et B et que je génère A, ou B d'ailleurs, ça ne sert à rien non plus. Je l'avais avant. Donc ça, c'est encore des cas que je vais pouvoir éliminer. Alors ça fait des petites choses, mais ces petites choses, en s'ajoutant, eh bien, on finit par gagner un petit peu de temps. Et donc, là, on s'aperçoit que sur un problème du compte est bon, je dois avoir à peu près... alors là, je ne cherche pas la première solution, je cherche l'ensemble des solutions. Je les ai en 3 secondes à peu près, en Python.
Si on part sur un autre langage, Java ou C, je les aurai instantanément. D'accord. Quand je prends donc le problème des œufs de colon, alors histoire qu'il soit un petit peu plus concret, quand même, vous le remontrer un petit peu plus. Voilà, donc yep. Si je perds mes œufs. Oh, pourquoi ça roule des œufs? Donc tout simplement, je mets ma fiche là. Bruno, Je n'ai plus la vidéo. non, c'est le contrôleur. Ah, c'est là. Hop. Voilà, donc la qualité n'est pas super. Mais voilà, je disais ici, alors en plus j'ai pas bien correctement. Si là je mets ce vers là, ou que là je mets ce vers là, comme je vous l'ai expliqué, c'est pareil. D'accord? Et donc, je ne peux pas dire, parmi mes œufs, je prends le premier, j'essaye, je prends le deuxième, j'essaye, etc. Parce qu'effectivement, du coup, je vais tester chaque possibilité plein de fois. Donc, dans le cas, ici, des œufs de colon, eh bien, ce que je peux effectivement faire, déjà, c'est ne pas générer des configurations équivalentes. Et puis, je vais pouvoir tester mes lignes aussi, au fur et à mesure que je mets un œuf. Et puis les blocs de lignes, puisqu'on a vu que j'avais aussi des contraintes sur des blocs de lignes, c'est pareil. Là, je vais pouvoir tester ça éventuellement au fur et à mesure. Et pareil pour les colonnes, je ne suis pas obligé d'avoir tout rempli pour tester les colonnes. Si on me dit que dans la première colonne, je dois avoir 2 bleus et qu'à un moment j'arrive à 3 bleus, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je pourrais même optimiser en disant que si je dois avoir 2 bleus et que j'ai déjà mis 3 œufs, sur la case qui reste, je ne peux pas mettre 2 bleus. D'accord? Si mes 3 premiers œufs ne sont pas bleus. Donc on pourrait faire comme ça plein d'optimisations pour améliorer les œufs de colon. Le problème des n reines, déjà, je sais que 2 reines qui sont sur une même ligne, elles se prennent. Donc, ça veut dire que je vais générer qu'une reine par ligne. Après, quand j'arrive à une ligne, ça ne sert à rien que je génère une reine dans les colonnes qui sont déjà utilisées, où j'ai déjà placé des reines, puisque 2 reines sur la même ligne, eh bien, elles se prennent aussi. Et puis, quand je génère une ligne, ça ne sert à rien que j'envisage ce qui va se passer en dessous, puisque comme la prise, elle est réciproque, eh bien, si une reine peut prendre une reine que je passerai en dessous, je vais m'en rendre compte en plaçant la reine en dessous, en me rendant compte qu'elle prend une reine qui est au-dessus. Et donc, du coup, comme avec ce que j'ai déjà dit sur les lignes et sur les colonnes, je vérifie l'horizontale et la verticale, il ne me reste plus qu'à vérifier la diagonale nord-ouest et la diagonale nord-est. D'accord? Alors maintenant, avant de passer à ça, on va regarder ce que ça donne tout ça un petit peu en termes de code. Donc, hop. Donc ici, sur le problème des garde-ciels, vous trouverez donc un programme où je vérifie la solution à la fin. Du coup, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je génère ici par rapport à... Donc, contraintes, c'est mes contraintes nord-est, sud-ouest. Donc, c'est une liste de listes. J'ai d'abord les contraintes ouest, puis nord, puis est, puis sud. Là, j'ai la taille de ma grille. Là, j'ai ici... qu'est-ce que c'est donc que cette liste? Je ne sais plus. Ah oui, c'est la liste... oui, alors, j'ai fait ça... pour la caisse, donc il y a très peu de commentaires. Donc ça, en fait, c'est les exemples que je dois placer. Ça, après, c'est ma grille. Et puis ça, c'est... ah non, voilà, ça c'est pour générer une ligne. Oui, c'est ça. Et donc ici, je passe ici. Donc si j'ai une figure qui est un carré de 4 par 4 sur le problème des gratte-ciel, je dois en fait générer les permutations de 1 à 4. Donc du coup, ici, j'utilise la fonction permutation du module itertools. Et donc c'est pour ça que je calcule au départ la liste ici. Et donc j'envisage toutes les permutations pour la ligne courante. Donc ça, ligne, c'est le numéro de la ligne en cours. Ici, je stocke ici ma liste dans la grille. Si je suis à la fin, je teste la vérité globale de mon problème. Si c'est bon, alors c'est pareil, j'ai varié les styles. Donc là, il y a des cas, je renvoie la valeur. Là, j'ai commencé avec simple, je l'affiche, la valeur. Donc j'affiche ce que j'ai obtenu et je reviens. Sinon, si je ne suis pas arrivé à la dernière ligne, eh bien, je vais passer à la ligne suivante. D'accord? Voilà.
Donc après, bon, vous avez ici plein de fonctions pour tester les contraintes sur les lignes, les contraintes sur les colonnes, la validité générale ici, voilà. Donc ça, c'est le problème des gratte-ciel version brute, je vérifie qu'à la fin. Ensuite, on a ici la version où j'ai lag à la fin de chaque ligne. Et donc, je l'ai ouvert ou pas? Voilà. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que une fois que j'ai généré ma nouvelle ligne là, eh bien, je vérifie tout de suite ici ma validité verticale. Donc, est-ce que j'ai pas mis des doublons dans la colonne? Et puis à la fin, eh bien, je teste cette fois-ci aussi la validité finale sur mes colonnes, donc haute et basse. Donc ça, c'est une version où j'optimise déjà un petit peu les choses. Alors après, bah, évidemment, je crois que dans chacune, j'ai dû mettre une petite fonction à la fin. Donc je vous ai mis ici plusieurs fonctions qui permettent de tester sur des cas donnés. Et puis là, j'ai mis une fonction, calque en fonction, je ne sais pas pourquoi on la voit pas complètement sur l'écran là. Ici, voilà, pour pouvoir facilement calculer ce que donne ici créer 5 dans cette version-là ou dans l'autre, et qu'on pouvoir comparer assez efficacement le temps de résolution par l'un ou par l'autre. Après, les lagages par case, donc là j'ai refait, puis cette fois-ci c'est pareil pour valider les styles, je vous l'ai fait avec une version objet. Donc du coup ici j'ai une classe ville, ici avec les contraintes ouest, nord, est, sud, la grille, et puis donc remplir case, et bien ici j'ai deux paramètres, le numéro de la ligne, le numéro de la colonne, qui est la case que je suis en train de traiter. Du coup j'ai défini une fonction, une méthode ici, case suivante, qui me permet de passer à la case suivante. Donc tant que je ne suis pas arrivé à la fin de ma ligne, j'augmente juste la ligne. Si j'arrive à la fin de ma ligne, je reviens à la ligne à 0, je passe à la colonne suivante. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vérifie si je peux mettre mon nom dans la ligne parce qu'il n'était pas déjà présent. Je vérifie si il n'était pas déjà présent dans la colonne, et du coup je mets dans la colonne. Puis après, je vérifie par rapport à mes contraintes en horizontal, donc ouest et est, puis par rapport à mes contraintes ici verticales, donc ici je dois vérifier, oui c'est ça, je vérifie et tout. Et donc après on va retrouver ici par exemple donc une ligne incompatible qui est là, qui va utiliser ici vue ouest et vue est, et puis pour la vue ouest, eh bien je vais raisonner différemment si je suis en cours de ligne, ou à ce moment-là je dois vérifier que je ne dépasse pas, ou si je suis ma contrainte ouest, et si je suis à la fin, où je dois vérifier que cette fois-ci, eh bien j'ai exactement la contrainte de vitesse qui m'était donnée. Si j'ai une contrainte, sachant que, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en remarquer tout à l'heure, je n'ai pas forcément des contraintes qui me sont données. Voilà, donc ici on retrouve ça, mais on voit que dans ma fonction récursive, ici donc qui est remplir case, eh bien ici, je fais nouvelle ville égale 16.copier, donc je copie ma ville courante avant de la compléter avec la nouvelle valeur et de passer à l'étape suivante. Alors comme je vous l'ai dit, ça dans le cas général, c'est ce qu'on aurait tendance à faire, mais dans certains cas, dans le cas des gratte-ciel ou à l'itération suivante, je ne détruis pas ce que j'ai fait avant, eh bien c'est inutile. Donc c'est là qu'il y a la version ici en place, qui est celle-là, où, eh bien ici, je copie plus ma ligne, je modifie directement ici, alors où est-ce que je l'ai fait ici, voilà, je modifie directement la valeur dans la grille, et lors de mon appel récursif, du coup, je l'appelle sur self. Et là, du coup, on voit bien la différence de temps que j'ai donné tout à l'heure, entre celui où, sur la grille de taille 6, je mettais 3 minutes avec la recopie, et je tombe à 1 minute sans la recopie. D'accord? Donc ça, c'est pour les gratte-ciel. Pour cache-cache pirate, ici, donc je vous l'ai mis, c'est pareil, en force brute. Donc force brute,
Eh bien, c'est pareil, on va pouvoir... Alors, oui, j'ai mis ici les 45 problèmes du livre, si vous voulez les tester. Donc, il y a un problème, il est écrit ici par, dans l'ordre, le nombre de barques, le nombre de bateaux blancs, le nombre de bateaux rouges, le nombre de montagnes, le nombre d'îles. D'accord? Et puis ici, eh bien, je génère... là, par exemple, je génère toutes les rotations possibles de mes 4 pièces. Là, je génère ici toutes mes configurations, donc quelle pièce est sur la première case, sur la deuxième, sur la troisième, etc. Et donc, du coup, résoudre, eh bien, c'est pour chaque permutation, puis pour chaque configuration de rotation, eh bien, calculer finalement, enfin, générer la position, calculer ce que je vois, et regarder si c'est correct ou pas. D'accord? Alors là, générer tout ça et le stocker, puis après le parcourir avec des formes, c'est possible parce que je suis sur un problème de taille petite. Sur des problèmes de taille plus grande, c'est pas forcément possible. Et du coup, on verra après une autre solution. Par exemple, j'ai fait sur un autre problème justement pour éviter de tout générer comme ça statiquement et ce qui pourrait prendre de la place. D'accord? Voilà, donc ça c'est la version brute. Et puis là, j'ai la version ici où je suis ici, avec justement optimisation. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que ici, à chaque fois que j'ai généré ma nouvelle solution en rajoutant la nouvelle pièce dans sa nouvelle position, eh bien, j'évalue pour savoir si c'est compatible avec mon problème initial ou pas. Et si ça l'est pas, eh bien, je passe à la solution suivante. Si ça l'est, eh bien, je lance mon calcul récursif. D'accord? Et là, ici, donc je ne suis pas comme dans le problème tout à l'heure où j'ai affiché la solution. Quand j'ai trouvé quelque chose de correct, je renvoie la solution. Et ce que fait chacun de mes appels récursifs, c'est qu'il regarde ici, au retour, si j'ai une solution ou pas. Si j'ai une solution, eh bien, ça ne sert à rien d'aller plus loin, je renvoie ma solution, parce qu'en plus, je sais que ma solution est unique. Si je n'ai pas eu de solution, eh bien, j'essaye une autre possibilité. D'accord? Et à la fin, si aucune de mes possibilités m'a donné quelque chose, je renvoie none pour finalement dire au niveau précédent, ah, moi j'ai rien trouvé avec ça, passe à ta solution suivante. D'accord? S'il y a des choses qui ne sont pas claires en cours de route, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Autre chose aussi, sur le problème de cache-cache pirate, on aurait pu se rendre compte d'autre chose aussi, c'est que mes pièces, elles ont une configuration qui, en termes de trous, puisqu'il y a des pièces, en fait, c'est des zones pleines et des trous, c'est en statique. Et donc, si je compte, sur mes pièces, au total, j'ai 7 trous qui apparaissent. Donc, j'aurais pu compter aussi le nombre de vides et me rendre compte si à un moment, eh bien, j'avais fait apparaître trop de vides dans ce que j'ai déjà placé par rapport à mes contraintes. Puisque si je dois faire apparaître, par exemple, 3 bateaux blancs et que j'ai déjà 5 vides, eh bien, je sais qu'après, j'aurais pas assez de trous pour faire apparaître mes 3 bateaux blancs. Donc, on aurait pu même compter les trous et optimiser un petit peu les choses. D'accord? Donc, ce qui a aussi d'intéressant avec ces problèmes-là, c'est qu'effectivement, comment on optimise, c'est très riche et on peut complexifier les choses à l'infini, on peut inventer de nouveaux trucs. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Donc ça, c'est pour le cache-cache pirate. Le compte est bon. Alors, je vous ai le compte est bon. Je vous ai mis des solutions dans différents langages. Je vous ai mis donc la solution en Python, par exemple. Donc la solution en Python, elle est là. Donc l'algorithme récursif principalement, c'est celui-là, c'est poursuivre. Donc ici, je prends 2 plaques parmi une et une opération ici. Et puis après, je calcule mes nouvelles plaques et je recommence. Donc après, j'ai ici ce qui me permet de sélectionner 2 plaques parmi toutes mes plaques. J'ai ici ce qui me permet de d'écrire mon calcul pour que ça apparaisse sous la forme d'une chaîne de caractères, ce qui est un peu plus joli. Et puis après, en fait, c'est celle-là, c'est résoudre ici, qui parcourt ici. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle parcourt mes plaques 2 par 2, et après elle essaye des opérations. Et puis ensuite, le problème c'est que si je lance ça de manière brutale, je vais avoir plein de solutions pour un même compte, y compris je dois faire 100 avec 4, 50, 2 et 2. Je peux très bien faire 2 plus 2 égale 4. 4 fois 50 égale 100, sachant que j'avais déjà 4 avant. Et donc le 2 plus 2 n'a servi à rien. 2 fois 4 fois 25 égale 100. D'accord?
Et donc, pour éliminer les calculs inutiles, un truc que je peux faire déjà, c'est je garde que les solutions les plus courtes. Comme ça, je suis sûr de virer les calculs inutiles. Alors, je vais virer des solutions où il n'y a pas de calcul inutile, mais je vais me retrouver plus concentré sur des solutions qui, du coup, ont des chances d'être les plus élégantes, parce que obtenables en un minimum de coûts. Donc là, vous avez la version Python, qui va vous donner le résultat, je dis, je crois, en à peu près 3 secondes. Hein, si on essaye ici, j'avais vu. Alors, AMD, enseignement informatique lycée, formation backtracking et compte est bon. Voilà. Donc là, voilà, si je fais 3, from compte import étoile, et si là j'appelle tester, donc faire 245 avec 2, 3, 50, 10, 9, 4. Voilà, on attend à peu près donc 3 secondes, peut-être un peu plus là parce que j'ai OBS qui tourne. Et là, je vois ici, donc chaque solution, c'est une liste de listes. Alors, le temps que je trouve le début... là, voilà, là, j'en ai une ici. Non, ça, c'en est une, pardon. Voilà. Ici, donc 9 moins 4 égale 5. 50 fois 10 égale 500. 500 divisé par 2 égale 250. 250 moins 5 égale 245. D'accord? Voilà, et là, j'en ai plein de solutions. Hein, voilà. Donc là, vous avez la version Python. Et puis, si dans le cas d'études des différents paradigmes ou différents langages, vous voulez avoir d'autres solutions, là, vous avez la solution Java, ici. Et la solution Java, si je la lance, Java compte. Voilà, ici, vous l'avez. Avec, c'est pareil, donc bon, l'affichage, je l'ai fait un peu plus joli, mais on a exactement la même chose. Et puis, j'ai aussi mis la version Prolog. Et la version Prolog, bah, c'est ça. Voilà. On voit que c'est quand même un petit peu plus court. Hein, je remets la version Python. J'ai fermé. La version Java, elle est là, elle fait à peu près la même longueur que la version Python. Ça, c'est la version Prolog. Voilà. La version Prolog, je crois que j'ai dû mettre dans le fichier éventuellement. Est-ce que je vous ai mis comment l'utiliser? J'ai pas mis là. Non, il n'est pas là. Je ne sais plus si j'ai mis dans le fichier comment l'utiliser. Non, j'ai pas mis. Donc ici, il faudrait tout simplement appeler compte ici en passant en premier paramètre. CD, document, enseignement, licence 3, programmation logique, année, je crois que j'ai 21. Voilà. Si ma bon compte.pl, c'est celui-là. Donc là, alors c'est pas bon, là j'ai mis une version simple où il ne garde pas les plus courtes, mais après on veut qu'il garde les plus courtes, ça rajoute une dizaine de lignes, il garde plus. Donc là pour lancer, il faut faire sweep.pl, après le nom du fichier entre crochets, ici c'est peut-être avec un compte assez minuscule, et puis après donc j'ai mis quoi? J'ai mis compte. Donc si je remets exactement le même exemple que pour les autres, 345 ici, avec 2, 3, 5, 7, 9, 75. Tu as une point d'interrogation. Ouais. 5, 7, 9, 75. Et virgule R ici. Il me dit false. Pourquoi est-ce qu'il me dit false? Parce que j'ai pas dû passer mes paramètres dans le bon ordre. Ouais, c'est la trace, puis le compte, puis la liste. Donc j'aurais dû mettre R, virgule. Et voilà. Et là, voilà, ici, j'ai déjà une première solution. Donc Prolog de base, il va me donner les solutions une par une. Mais du coup, là, j'ai une solution tout de suite. 3 plus 2 égale 5, 3, 5, 35, 35 moins 5, 30.
30 fois 9, 270, 270 plus 75, 345. Puis après, j'appuie sur point virgule, à chaque fois, il me fournit d'autres solutions. Voilà. Vous voyez, ça marche aussi très vite, et puis on voit que... Mais Prolog, il est vraiment un langage qui est fait pour ça. Après, le problème des œufs de colon, c'est pareil. Donc, je vous ai mis ici la solution à Python. Alors, je crois que c'est pour celui-là. Voilà. Ici, donc, les œufs de colon, il y a plusieurs choses à envisager dedans. Je vous dis déjà, il faut éviter de tester 2 fois la même configuration. Donc ici, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai généré ici mes 4 E, eh bien, je vais calculer quelque chose qui m'identifie la représentation. Donc là, j'ai choisi tout simplement, à chaque couleur, j'associe un nom, et je multiplie donc par 4, par 16, enfin par 1, par 4, par 16, par 64, le nombre que j'obtiens, ça me donne un nombre, finalement, qui représente ma configuration. Et ça, je le stocke dans un ensemble, ici. Configuration essayée, c'est un ensemble. Et du coup, ça va m'éviter de refaire une configuration que j'avais essayée, sachant que ce qui représente une configuration, c'est bien la couleur des œufs qui la constitue. D'accord? Et puis, donc là, j'ai un générateur par ligne. Et mon générateur, eh bien, j'ai utilisé, alors c'est pas au programme, mais l'idée c'est aussi vous que vous voyez d'autres choses. J'ai utilisé Yield. Donc Yield, ça permet justement de construire des générateurs en Python. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, l'appel ici à générer générateur ligne, ça me renvoie un itérable. Et à chaque, grosso modo, si vous voulez, ça veut dire que la première fois que je vais appeler next là-dessus, il va me renvoyer la première configuration possible. Il s'arrête sur le yield qui est là, et il me renvoie ce qu'il avait. Et la fois d'après que j'appelle next, eh bien, il va reprendre où il en était, donc ici, il va passer à l'itération suivante de mes boucles. Il réexécute ma fonction jusqu'à temps de retomber sur yield. Et après, il me renvoie la valeur qui est juste après yield, etc. Et du coup, ça veut dire que cette fonction-là, ici, générateur ligne, qui, eh bien, pour mon premier, deuxième, troisième, quatrième œuf de la ligne, me parcourt tous les œufs disponibles, eh bien, elle ne va pas me faire ça d'un coup. Elle fait ça au coup par coup. C'est chaque appel de next, par exemple, dans un for, qui va me faire ça. Et donc, ça veut dire que quand je fais ici résoudre, eh bien, je fais for indice E in générateur ligne, ici. Et donc, ça ici, bah, ça va utiliser justement ma fonction ici pour, à chaque appel, me générer une autre possibilité. D'accord? Et comme, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure pour cache-cache pirate, c'est pas stocké en dur, eh bien, ça ne prend pas de place en mémoire. D'accord? À chaque nouvelle itération ici, je calcule la configuration suivante. Et comme dans ce que j'ai fait ici, dans ma génération, je vérifie que ce n'est pas une configuration que j'avais déjà testée, et bien effectivement, je ne vais pas tester exactement 2 fois, par exemple, vert rouge, bleu, jaune, avec le vert 1, puis le vert 2, puis le vert 3, puis le vert 4. Voilà, donc ça, c'était histoire de montrer un autre exemple. Les œufs, je vous ai aussi mis une solution en Prolog ici. C'est une solution, celle-là, qui est semi-optimisée, mais on pourrait faire mieux. Donc ici, c'est pareil, j'ai mis différents problèmes pour pouvoir tester éventuellement. Je vous ai expliqué ici comment étaient stockées les choses. C'est là que j'ai mis comment on pouvait le faire résoudre à Prolog. Mais donc, voilà. Grosso modo, la vraie résolution, elle réside juste dans ça. Voilà. Et ça me résout le problème des œufs en Prolog. En vérifiant, une fois que j'ai généré une ligne, que je suis compatible avec la ligne. Quand j'ai fait ma deuxième ligne, que je suis compatible avec la deuxième ligne. Puis du coup, que je suis compatible avec les 2 blocs. Voilà, donc là, j'ai pas introduit la vérification progressive sur les colonnes, mais j'ai déjà au moins la vérification progressive sur les lignes. Alors, ce qui est d'ailleurs intéressant de voir, c'est que là, en Prolog, le fait de faire du backtracking pour éliminer au fur et à mesure ou pas, ça revient juste à changer l'ordre ici des vérifications par ligne. Si j'avais mis ça à la fin, eh bien, ça aurait attendu la fin pour vérifier. En mettant ça ici, eh bien, dès que j'ai généré la première ligne, il vérifie si c'est bon ou pas. Voilà, donc c'est assez simple à faire ça en Prolog. Le problème des NREN, je vous ai mis une solution en Python, alors ça c'est vraiment pas compliqué. Hein, voilà, ici, placer REN, c'est choisir grosso modo une colonne qui n'a pas déjà utilisée. Et puis voilà, après, une fois que j'ai joué une REN, je la place et puis je vérifie les contraintes nord-ouest, les contraintes nord-est.
Et puis du coup, j'ajoute la colonne où je l'ai placée dans les colonnes utilisées pour gagner un petit peu de temps la fois d'après. Voilà. Et là, j'ai les algorithmes de parcours nord-ouest et nord-est, donc c'est des parcours en diagonale d'une grille. Avec ce qui est intéressant, là, c'est penser à vérifier qu'on ne sort pas de la grille. Voilà, et puis après, donc ça c'est pour tout ce que j'ai mis comme code. Donc je vous ai mis là le lien vers les éditeurs dont j'ai parlé. Ici, pour chacun des jeux que j'ai décrits, en général j'ai mis un lien vers le jeu. Et puis là, je vous ai mis d'autres exemples qui sont tirés aussi du même numéro là d'Urgence Jeux et Stratégie. Donc les gratte-ciel, on a parlé. À bataille navale, eh bien, je vais avoir ici un problème qui est donné par un nombre de bateaux de chacun d'une certaine taille à placer. Et puis, eh bien, j'ai des nombres de cases occupées en vertical et en horizontal. Donc là, j'ai pas du est-ouest, j'ai pas des choses qui se cachent. Mais il faut que je pense que quand je mets un bateau, eh bien, il prend plein de place. Donc là, il y a un début de problème de pavage de plan qui est un truc qui n'est pas toujours facile à faire. C'est comme l'arche de Noé. Là, il y aurait une petite difficulté sur la modélisation. Je ne sais pas ce qu'il fallait que je fasse. Le problème du circuit, eh bien, j'ai des bouts de traits comme ça. Il faut que je réussisse à faire un seul trajet contigu qui passe par mes bouts de traits et qui fasse une boucle. Donc on voit que là, c'est pareil, il va falloir se poser des problèmes sur la modélisation. Donc ça veut dire comment je représente un segment. Grosso modo, un segment, c'est juste un côté d'entrée, un côté de sortie. D'accord? Et après, du coup, pour chaque case, j'ai 4, non, j'en ai combien? J'en ai n-1 sur 2 segments possibles. J'ai l'horizontal, j'ai celui-là, j'en ai avoir 6. Je vais avoir 6 segments possibles sur chaque case. Et puis c'est pareil, je pourrais en viser sur chaque case les 6 segments. Et la validité, c'est déjà est-ce que ça toucherait une case qui est déjà remplie sans que les segments se connectent. Si ça trouve, ça doit suffire. Voilà. J'ai pas pris le temps de les modéliser ces problèmes-là. Des mineurs, ça c'est que tout le monde connaît. Donc là, il y a aussi des petits problèmes de contraintes à se poser. Alors, là, on pourrait aussi essayer d'optimiser un petit peu. Pourquoi pas rechercher les cas qui sont sûrs avant de passer après aux cas hypothétiques. Le jeu des dominos. Donc ici, on a la liste des dominos à placer. Il faut arriver à mettre les séparations au bon endroit pour retrouver tous les dominos dans la grille. Donc si je vous montre un que j'avais dû faire d'ailleurs ici, qui est là. Ici, voilà, ici. On a là donc la liste des dominos. Il faut arriver à mettre les séparations. Donc après, voilà ce que ça va donner une fois qu'on a mis tous les dominos. Voilà. Les haltères, ici on a les boules des haltères. Il faut arriver à reconstituer les haltères en remettant au bon endroit les traits. Donc là, c'est pas trop compliqué a priori non plus à résoudre. Parce que finalement, on n'a que des traits à mettre. Je crois pas qu'il y ait il faut toujours mettre que des traits sur les haltères. Ouais. Oui, c'est ça. Par contre, les haltères ont des longueurs qu'on ne connaît pas. Elles ne font pas toutes une longueur. D'accord? Et puis, un autre problème aussi qui peut être intéressant sur les tableaux, c'est le problème du muséum. Donc ici, ça représente les salles d'un musée. Il faut mettre les murs au bon endroit, sachant que depuis cette salle-là, je vois exactement 3 cases. D'accord? Depuis celle-là, j'en vois 5, etc. etc. D'accord? Donc voilà, j'ai essayé de faire vite pour qu'on ait un petit peu de temps justement après pour parler. Déjà si vous avez des questions, et puis après on parlera un petit peu éventuellement de ce qu'on a retrouvé, nous, de vos élèves de NSI, au moins au Havre. Donc, première chose, si vous avez des questions. Oui? Prolog s'installe, enfin, je ne connais pas Prolog. Alors, sous Linux, c'est sudo apt install sweep prolog. D'accord? Et Prolog est aussi accessible directement via un navigateur. Alors, je ne sais jamais où c'est, donc pour ça, je vais ici, programmation logique, et ici, il y a SWISH, voilà. Et donc, alors, ce qu'il faut savoir, donc Prolog, c'est très très spécial comme langage, hein. Mais grosso modo, ici, je vais, dans cette partie gauche, je vais décrire ce qu'on appelle une base de faits et de règles. Et après, dans la partie qui est là, je vais poser des questions. Donc si, exemple classique, hein, je vais dire que Jean est un homme, je dis homme de Jean.
Et maintenant, si je veux savoir si Jean est un homme, je vais lui demander homme de Jean. Et là, il va me répondre, où est ma souris? Elle a changé d'écran. Run. Ici, il me répond true, c'est vrai. Donc après, si je demande homme de Charline, run, il va me répondre false, évidemment. Et si je lui demande homme de Paul, eh ben, il n'est pas très intelligent et il me répond false. D'accord? Donc après, ici, j'aurais pu mettre maintenant, du coup, homme de Paul, et puis femme de Charline. Et là, maintenant, bah, si je lui demande cette fois-ci homme de Paul, là, il me répond true. Si je lui réponds femme de Paul, il me répond évidemment false. Mais là où ça commence à être un plus intéressant, c'est que je peux lui demander, mais qui est un homme? Et là, il va me dire, Jean est un homme. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, Paul est un homme. Donc, par rapport à ça, maintenant, je peux l'interroger. Donc, en fait, ce qu'on appelle les variables en prologue, ce sont des mots qui commencent par une majuscule. Et ça veut dire que tant que je ne sais pas ce que ça vaut, c'est libre. Donc, à un moment, il lui donnera une valeur. Mais une fois que ça aura cette valeur, dans tout ce qui va découler après, donc si vous voulez, tout ce qui va être après dans le calcul ou dans la récursivité, x ne changera plus de valeur. Si bien que si après je dis par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire alors, c'est un peu compliqué si j'aurais voulu faire simple. Mon enfant de Charline, pardon, virgule Jean, voilà, et j'aurais dit mère de x virgule y. Qu'est-ce que c'est que la mère? Quand est-ce que y est mère de x? Eh bien, il faut évidemment que x soit enfant de y. Enfant de yx, mais il faut en même temps que y soit une femme. Femme de y. D'accord? Et donc, en mettant comme là, ce que je vais commencer à décrire, c'est une règle. Et donc, ça, vous pouvez lire comme une application dans l'autre sens. C'est de la logique des prédicats. Ça veut dire, pour tout x, pour tout y, femme de y et enfant de yx implique mère de xy. D'accord? Voilà, il faut l'envisager dans ce sens-là. Donc ici, c'est femme de y et enfant de yx implique mère de xy. Voilà comment il faut l'interpréter. Mais à partir du moment où j'ai dit ça, du coup, je peux lui demander qui est la mère de Jean. Pardon, c'est contre. Et là, il me répond Charline. D'accord? Si je lui demande, je peux du coup lui demander aussi, mais de qui Charline est-elle la mère? Ah oui. Et il va me dire que Charline est la mère de Jean. D'accord? Et donc en plus, on s'aperçoit qu'avec Prolog, très souvent, au moins en version de base, on peut utiliser les paramètres aussi bien d'entrée qu'en sortie. Bon, après, quand on veut du Prolog efficace, ça va souvent plus être le cas. Voilà, mais bon, ça c'est la base de Prolog. Et évidemment, ça veut dire que derrière, Prolog, ça va fonctionner que par du récursif. On n'a pas de boucle, d'accord? Et donc, si je reprends maintenant le problème du comptez-vous en Prolog. Non, c'est pas celui-là. Ça y est, j'ai perdu ma page. Bon, c'est pas grave. Non, il n'est pas là. Si, non, Mermet. Formation. Je pouvais. Alors, ouais. Je reviens ici. Donc, si je reprends. Où est-ce qu'il est mon problème du comptez-vous? Le comptez-vous en Prolog, ici. On s'aperçoit effectivement que pour résoudre un compte, qu'est-ce que je fais? Déjà, je prends deux nombres, je calcule et je relance compte. D'accord? Et mon cas de base, mon cas terminal de ma récursivité, c'est si j'ai obtenu ici une liste dont le premier élément, eh bien, c'est le compte que j'avais à faire. D'accord? Y a-t-il d'autres questions? Non? Alors, l'URL, donc elle est là.
Je vais vous la mettre en gros quelque part si vous voulez la recopier. Tiens, je vais la mettre là. Voilà. Et donc, vous trouverez... Ah, pardon. Vous trouverez là-dessus eh bien, tout ce que vous avez pu voir, donc tous les exemples avec les codes. Vous allez retrouver aussi les transparents. Vous allez retrouver aussi l'enregistrement de la séquence d'aujourd'hui. Et j'ai fait à peu près la même présentation à vos collègues du Havre il y a 10 jours. Et donc vous trouverez aussi la vidéo qui sera un peu plus longue parce que j'avais un petit peu plus de temps. Donc du coup j'ai taillé un petit peu plus les exemples au fur et à mesure. D'accord ? Donc après, et puis je vais essayer de faire pour celle-là quand j'ai fait pour l'autre. Je l'ai tagué pour que vous ayez pour chaque transparent directement un lien vers la zone avec le bon commentaire. Oui ? On est quand même d'accord que faire ça avec des élèves de première ou terminale, ça s'en exclut. Ça dépend. Le problème des gratte-ciel, il est tout à fait gérable. Il est tout à fait gérable au niveau modélisation, enfin représentation du modèle, c'est pas compliqué du tout. Et oui. Mais par rapport au programme. Non, mais même par rapport au programme, le problème des gratte-ciel, il est complètement dans le programme. C'est de la récursivité, c'est du parcours de liste. Donc le problème des gratte-ciel, il est complètement dans le programme. Et en plus, lui, comme je dis, il a l'avantage qu'on voit très vite comment on peut progresser. Alors évidemment, le cas où sur les œufs j'utilise yield, non, ça, c'est hors de question d'en parler. D'accord ? Ça, c'est juste pour vous montrer des choses. Mais sinon, le reste, ça peut être... Alors, ça peut servir pour des TP. Puis le problème des gratte-ciel, par exemple, vous pouvez faire la base en version brutale. Après, justement, tout ce qui était récursivité. Ça, ils peuvent. Et après, ça peut être un projet pour ce qui est comment on peut arriver à faire quelque chose qui fait qu'on va avoir des temps meilleurs. Puisqu'on voit que... Alors, pour arriver à quelque chose d'efficace sur un problème de taille 6, c'est un petit peu compliqué. Mais un problème de taille 5, on voit que déjà très facilement, on peut arriver à passer d'un truc qui va mettre une journée à un truc qui met même pas une seconde. Alors c'est pareil, on n'est pas obligé non plus de passer par les permutations sur les listes, sur les lignes. Là, c'était vous pour vous montrer que ce qui pourrait sembler une bonne idée, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça. Là, vous pouvez directement essayer de leur faire générer case par case. D'accord ? Puisque finalement, le mieux, c'est du case par case. Oui ? Est-ce que certains de ces problèmes sont facilement adaptables avec une boucle et des piles ? Ouais, mais enfin, moi je pense que ça complique les choses. Parce que pour nous, c'est facile de penser en termes de boucle et de pile quand on a un peu d'expérience, parce qu'on comprend que la pile, finalement, elle implante cette notion de récursivité. Je ne sais pas si pour un élève de lycée, c'est facile de comprendre ça. Donc voilà. Il y a cette notion de pile qui est aussi au programme. Oui, oui, tout à fait. La notion de pile est au programme, mais est-ce que vous avez vraiment le temps derrière de la travailler suffisamment pour qu'ils comprennent qu'avec une boucle, on peut simuler de la récursivité, avec une boucle et une pile, on peut simuler une récursivité? Je suis pas sûr. Après, ça dépend aussi. Ça peut être aussi pareil, un TP un peu plus long sur l'année, ça peut être un projet. Donc oui, c'est faisable, mais disons que je pense que c'est pas faisable par tout le monde. Voilà, ça dépend aussi de la progression pédagogique de chacun. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.